Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours de génie logiciel pour les étudiants de G3. Dans ce cours, nous allons parcourir les grandes lignes sur la conception de bons logiciels. Nous allons essayer bien sûr de nous focaliser sur les éléments essentiels qui vont nous aider à comprendre le fonctionnement des logiciels et à acquérir les compétences nécessaires pour concevoir des systèmes avancés. Pour rester dans le cadre de notre cours, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons présenter les objectifs de ces cours. À la fin, qu'est-ce que nous devons retenir? Présenter également les généralités sur le génie logiciel, le cycle de vie d'un logiciel, l'analyse fonctionnelle, ainsi que la modélisation UML qui va constituer la plus grande partie de ce travail. Et à la fin, nous allons faire quelques travaux pratiques en utilisant quelques logiciels de modélisation UML pour matérialiser ces projets. Concernant les objectifs, nous visons principalement 5 choses dans ces cours. Premièrement, nous devons suivre ces cours pour comprendre les différents concepts liés à l'analyse et conception des systèmes d'information. Aujourd'hui, si on vous posait la question, pouvez-nous nous concevoir un système d'information? Vous allez vous retrouver dans l'ambiguïté de comprendre d'abord c'est quoi un système d'information et par la suite comment créer ces systèmes. D'où l'utilité de comprendre les concepts principaux liés à l'analyse et à la conception de ces systèmes d'information. Après avoir acquis ces concepts, nous allons bien sûr utiliser ces concepts dans la mise en place de logiciels. D'où l'intérêt de comprendre ce qu'on appelle le cycle de vie d'un logiciel. Donc de la phase analyse des besoins jusqu'à la phase déploiement, maintenance du logiciel. Nous devons aussi profiter de ces cours pour arriver à bien rédiger un cahier des charges fonctionnel et technique bien sûr, après analyse du besoin. D'accord? Ça va nous aider à comprendre quels sont les éléments principaux qui doivent figurer dans notre cahier des charges. Donc, le cahier des charges, comme on va apprendre par la suite, c'est le point d'entrée pour concevoir n'importe quel système d'information de qualité. Par la suite, nous allons passer la plus grande partie de notre temps à comprendre ce qu'on appellera par la suite le langage UML. Donc, c'est le langage qui va nous aider à utiliser des termes techniques standards que tout le monde peut comprendre. C'est comme un architecte, lorsqu'il construit le plan d'une maison, n'importe quel architecte dans le monde, en lisant le plan, peut comprendre de quoi il s'agit, s'il s'agit d'une maison 2 étages ou bien rez-de-chaussée. Ainsi, dans la modélisation des systèmes d'information, il y a un certain nombre de langages que vous pouvez utiliser pour représenter votre système dans la phase de conception. Cela va faciliter à n'importe quel intervenant du système de comprendre et de participer dans la réalisation de ce logiciel. Par la suite, nous allons utiliser quelques outils AGL. Pour le cas de G3, nous allons juste nous limiter au ce qui est basique, puis nous serons dans des niveaux avancés en L1 et L2. Généralité sur le génie logiciel. Comme vous le savez tous, dans n'importe quelle entreprise du monde, nous avons besoin d'utiliser des logiciels. D'accord? Son utilité ne se limite plus simplement aux grandes entreprises, même les petites entreprises, au travers des différents formats que vous pouvez avoir. Déployé sous forme d'une application Android, déployé sous forme d'une application web, ou bien service qui peut être entre les différents serveurs. Mais ce que nous pouvons retenir des logiciels, c'est qu'un logiciel, c'est l'ensemble de programmes, de procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information. Donc j'ai un ensemble qui sera constitué de plusieurs éléments, et tous ces éléments vont faire ce qu'on appelle un logiciel. Le domaine des génies logiciels vient nous aider à bien réaliser nos logiciels. Comme la construction de maisons, vous ne pouvez pas vous aventurer du jour au lendemain de devenir un architecte. Donc, ça demande à ce que vous ayez suivi un certain nombre
de formation pour acquérir une discipline de travail. Sur base de cette discipline de travail, vous pouvez ériger, construire de maisons. De même, pour la conception des logiciels, il y a un certain nombre d'approches, de techniques que nous devons acquérir pour bien réaliser cela. D'où la nécessité d'apprendre ce qu'on appelle le génie logiciel. Donc, le génie logiciel est l'ensemble des activités, des conceptions et des mises en œuvre de produits et procédures tendant à rationaliser la production des logiciels et son suivi. Donc, nous sommes appelés à connaître cet ensemble d'activités de conception, de mise en œuvre de produits et procédures pour bien réaliser nos logiciels. C'est aussi l'art de spécifier, de concevoir, de réaliser, de faire évoluer avec des moyens et dans des délais raisonnables de programmes, de documentation, de procédures de qualité en vue d'utiliser un ordinateur pour résoudre certains problèmes. Bien sûr, le mot ordinateur revient parce que c'est l'outil qui nous permet d'interagir avec notre système d'information, mais on peut utiliser le logiciel dans plusieurs environnements physiques. Il n'y a pas que l'ordinateur, il y a également le système embarqué dans les avions, vous avez dans des voitures, vous avez maintenant avec la domotique, les maisons intelligentes. Dans plusieurs environnements, vous pouvez déployer des logiciels, ok? Même sur vos smartphones. La conception des logiciels, c'est un domaine qui est vraiment très important. Le génie logiciel existe depuis plus de 30 ans. C'est technique en anglais qu'on appelle le software engineering. Cela est né des contestations que le logiciel n'était pas fiable. Ça veut dire que les résultats produits contenaient des erreurs. En anglais, on appelle ça des bugs. Incroyablement difficile à réaliser dans les délais répartis. Si on vous donne un projet, par exemple d'1 année, vous arrivez à dépasser les délais. Ça, ce n'était pas bon. Vous savez, il y avait manque de rigueur, le respect du temps. Et souvent, le résultat qu'on obtenait à la fin ne satisfaisait pas le cahier des charges. Comme on verra par la suite, le cahier des charges est le point d'entrée. D'accord? Ce que le client demande comme produit et ce qui a été réalisé par la suite, il y a un grand écart. Ça pose un sérieux problème. Depuis les années 50 et 60, nous avons vu qu'il y avait naissance de la programmation. Beaucoup de logiciels, de systèmes ont été conçus. Il y avait une sorte, on peut dire, de production artisanale de logiciels scientifiques. D'accord? Chacun suivait sa propre démarche pour réaliser des logiciels. Il y avait un grand nombre de codeurs et de personnes qu'on peut appeler de gourous, ça veut dire qu'ils maîtrisaient parfaitement un certain nombre de langages. Mais vers les années 60, on a remarqué qu'il y a eu une crise du logiciel. Entre autres, difficulté d'écrire des grands programmes. D'accord? Ça peut être un problème de coordination, ça peut être un problème de gestion des temps, ça peut être un certain nombre de bibliothèques à mettre en place, difficulté de les utiliser ou de le faire évoluer, surtout l'évolution d'un logiciel. Quand on crée un logiciel, l'objectif n'est pas seulement le présent. Le logiciel doit donner la possibilité de faire dans les années à venir des améliorations ou des intégrations avec d'autres systèmes. Et comme conséquence, dans la crise de logiciels, beaucoup de projets n'ont pas abouti aux objectifs escomptés. Donc, il y a eu un grand nombre d'échecs. Donc, ce grand nombre d'échecs a poussé à ce que l'approche de conception soit formalisée. En formalisant cette approche, qu'est-ce qu'on vise? On vise à ce qu'un certain nombre de méthodes soient mises en place dès la phase initiale jusqu'à la phase finale pour bien suivre l'évolution de n'importe quel projet de conception de logiciels. On a introduit un certain nombre de formalismes dont nous allons aborder dans ces cours, tels que l'UML, pour modéliser les systèmes et faciliter à n'importe quelle personne de comprendre de quoi il s'agit. On peut utiliser par exemple les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes de séquences, les diagrammes d'activité, les diagrammes de classes. Tout cet ensemble de formalismes qu'on va aborder par la suite aide à bien comprendre
le logiciel en question. Un certain nombre de techniques et de normes sont également mises en place pour suivre la cadence. À cela s'ajoutent des logiciels qui vont nous aider à gagner du temps dans la conception des logiciels. Et ce logiciel qu'on appelle plus particulièrement en français les ateliers de génie logiciel. Ça va nous aider à l'assistance, à l'automatisation et à la systématisation du génie logiciel dans tout le cycle d'un projet. D'accord? Quand on dit cycle d'un projet, tout à l'heure on le verra, de la phase initiale jusqu'à la phase finale. Donc, le génie logiciel va nous aider à réaliser le logiciel voulu. D'accord? Pour cela, il utilise les principes d'ingénierie. Donc, quand vous êtes ingénieur, vous avez un certain nombre d'éléments que vous avez acquis comme connaissances et vous avez acquis aussi un certain nombre de techniques. Donc, vous allez associer les savoir-faire de votre apprentissage et vous allez réaliser des choses extraordinaires. Donc, nous allons comprendre à la fois les aspects techniques et non techniques. D'accord? Le génie logiciel est basé sur des méthodologies, des outils qui permettent de formaliser et même d'automatiser partiellement la production des logiciels. On le voit actuellement, si vous arrivez en L2, bien sûr, vous allez l'aborder, c'est ce qu'on appelle la méthode DevOps, où on a presque automatisé tout ce qui a été compilation de code, vérification d'erreurs et déploiement. D'accord? C'est possible dans le génie logiciel. Ça fait gagner du temps. Il est également basé sur des concepts plus informels et demande des capacités de communication, d'interprétation et d'anticipation. D'accord? C'est pour cela qu'il y a toute une équipe derrière pour faciliter cela. D'où le génie logiciel demande de la part de l'informaticien, premièrement, une bonne formation aux différentes techniques, le savoir. D'accord? Sur le plan théorique, vous devez être aguerri, comprendre de quoi il s'agit, les différentes notions nécessaires et deuxièmement, la pratique par l'expérience. D'accord? Plus vous programmez, plus vous travaillez, vous allez vous améliorer. C'est-à-dire, lorsqu'on vous dit de créer votre premier logiciel, vous allez avoir des difficultés. Lorsque il s'agira de créer un deuxième logiciel, le volume de difficulté qu'il y avait au départ, le taux va baisser. Si au départ vous avez eu 80% de difficultés, et ça va descendre vers 60%. Et au fur et à mesure, ça va diminuer jusqu'à ce que vous allez devenir ce qu'on appelle les senior engineers, où vous maîtrisez complètement les systèmes. Vous n'avez pas besoin de perdre beaucoup de temps comme l'ingénieur junior, qui va perdre le temps dans la documentation pour comprendre les systèmes, tandis que les seniors connaissent déjà de quoi il s'agit et ils foncent tout droit vers l'objectif. Le génie logiciel est très important parce que au cours du temps, on a remarqué qu'il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises qui pouvaient être évitées si la méthodologie était respectée. Telle que par exemple la première sonde marinaire vers Vénus suite à une erreur de programmation dans un programme Fortran. D'accord? Une simple erreur a conduit à ce que la sonde puisse être perdue. Perte en 71 et 72 de ballons d'expérimentation météorologique à cause d'un bug logiciel. D'accord? On voit qu'il y a eu plusieurs pertes avec les années. D'accord? Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent y arriver et ces problèmes-là doivent être bien traités. C'est pour cela, dans le génie logiciel, il y a un chapitre qui est très important, c'est le chapitre qualité de logiciel. Ce n'est pas le chapitre que j'ai prévu pour ces cours. Donc, c'est pour le L1, L2. Donc, dans la qualité de logiciel, vous développez aussi les méthodes de vérification et de validation de votre logiciel. Pourquoi le génie logiciel? Si l'on veut maîtriser le développement des systèmes complexes, il faut rédiger de façon claire les spécifications du système. Ça, c'est la partie la plus importante. Vous ne pouvez pas travailler sur un système dont vous ne comprenez pas le tenant et les aboutissants. On dit toujours, la première étape, c'est comprendre le périmètre de votre projet. D'accord? Si vous voulez réaliser quelque chose, vous devez commencer par connaître les spécifications du système.
les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. D'accord? Comment être sûr que ces spécifications sont complètes? Comment être sûr que ces spécifications sont cohérentes? Donc, dans cette phase, c'est une phase où il y a la communication entre les clients et le réalisateur du projet. Le client doit donner des informations claires sur son projet et le réalisateur du projet doit poser toutes les questions nécessaires pour comprendre le système et de quoi il s'agit et collecter le maximum d'informations possibles. Par la suite, rédiger les spécifications du système. Si le système est validé, ça veut dire au niveau spécification, lors de la phase de conception, d'implémentation ainsi que des tests, vous devez toujours valider et vérifier toutes les étapes du développement. S'assurer que rien n'est oublié. D'accord? Donc, attend de moyens de validation, de vérification. Donc, ça, c'est important. D'accord? Et aussi, de réutiliser des sous-systèmes déjà réalisés. Ça, c'est très important dans l'informatique. On dit toujours, on ne réinvente pas la roue. D'accord? Quelque chose qui est déjà mis en place, qui fonctionne bien, vous devez l'intégrer et l'utiliser. C'est pour cela qu'il y a déjà des bibliothèques qui existent, que vous importez dans votre projet. Pourquoi? Tout simplement, ça marche bien. Pourquoi créer de nouveaux librairies au moment où ces librairies existent déjà? D'accord? Donc, on intègre ça dans le projet et on continue à réaliser notre logiciel. Donc, cela nécessite une très bonne base théorique et une approche d'ingénierie pour concevoir de bons logiciels. Donc, dans la première phase, nous avons vu l'utilité du génie logiciel. Nous avons vu que c'est très important de connaître ces différentes étapes pour la simple raison que si nous ne suivons pas des étapes, disons, systématiques, une approche systématique, nous risquerons de d'échouer dans la réalisation des logiciels. D'accord? C'est pour cela que nous devons comprendre quelles sont ces étapes systématiques lorsque vous réalisez le logiciel. D'où l'intérêt de comprendre le cycle de vie d'un logiciel. Quand on parle des cycles de vie d'un logiciel, qu'est-ce qu'on sous-entend par là? C'est la période située entre le début de la conception et l'arrêt de l'exploitation de ces logiciels. On peut dire de la naissance à la mort. D'accord? Donc c'est cette période-là qu'on parle de cycle de vie de logiciel. Et dans cette période, il y a beaucoup de choses qui se passent. AFNOR, qui est la norme aussi française qui permet de définir un peu un certain nombre de standards, définit le cycle de vie comme étant un ensemble d'activités suivant les normes AFNOR. Donc, il est envisagé à un certain instant donné et va comprendre le progrès technologique et les contraintes organisationnelles. Donc, je vous demande d'aller lire les normes AFNOR Z67105, les détails pour connaître qu'est-ce qui a été défini à l'intérieur. Ok? Donc, le cycle de vie d'un logiciel correspond à l'identification des états successifs d'une application ou d'un produit déterminé. Il est essentiellement dynamique, évolutif et presque toujours progressif. Ok? Donc, lorsque nous concevons un logiciel, la grande question qu'on se pose, quelles sont les étapes à suivre? D'accord? La première étape, voilà par exemple, nous devons comprendre le besoin de l'utilisateur, du client. Et ces besoins-là vont nous aider à rédiger des cahiers des charges. Après cahier des charges, c'est la phase qui est l'analyse fonctionnelle. Nous allons commencer à concevoir le projet. On conçoit d'abord sous forme globale et après on conçoit de manière détaillée et après on passe à la phase implémentation. Donc il y a un certain nombre d'étapes que vous devez suivre. Par exemple, dans ces cours, nous n'allons pas aller vraiment dans les méthodes très avancées parce que vous avez encore L1 et L2 où vous allez compléter ces notions. Mais maintenant, focalisons-nous sur l'essentiel qui vont vous aider juste à comprendre les étapes des bases. Puis par la suite, ces étapes-là seront améliorées. Dans l'approche de conception de logiciels, il y a deux grandes familles, d'accord? Il y a les familles dites méthodes séquentielles et il y a d'autres, on peut dire, des méthodes itératives.
D'accord? Donc, de méthode séquentielle, on trouve par exemple la méthode en cascade. D'accord? Pour la conception des logiciels. Et dans la méthode itérative, on trouve par exemple la méthode évolutive. D'accord? Donc, la méthode en cascade, c'est une méthode que vous devez connaître. Donc, c'est sur ça qu'on va se focaliser dans un premier temps. Et par la suite, on montrera que ce n'est pas une méthode efficace, mais c'est juste une méthode pour faciliter l'introduction et la compréhension du cycle de vie d'un logiciel. Donc, le principe est simple. Vous allez découper le projet en phases distinctes sur le principe du non-retour. D'accord? L'étape 1, après l'étape 2, l'étape 3. De l'étape 2, on ne peut plus retourner à l'étape 1. De l'étape 3, on ne peut pas retourner à l'étape 2. D'accord? Donc, j'avance de l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 jusqu'à la fin. D'accord? L'avantage, c'est qu'on propose au fur et à mesure une démarche de réduction de risque. Ça veut dire que je traite le premier point. Dès que je termine, je suis sûr que j'ai tout validé. Je passe au second point. D'accord? Au fur et à mesure, je minimise l'impact des incertitudes. D'accord? Je fais le grand travail. L'inconvénient dans l'approche en cascade est que on exclut totalement l'utilisateur du produit dès la phase de conception, car c'est trop technique. On est avec lui dans la phase d'analyse, mais dans la phase conception, on l'oublie. Ce qui fait qu'à la fin, lorsque nous avons réalisé le logiciel, comme conséquence, il y a le risque de refus du logiciel proposé à l'utilisateur. Il dira que non, ce que vous avez proposé ne correspond pas à ce qui a été demandé. D'où cette approche en cascade a été améliorée, séquentielle pardon, a été améliorée avec des méthodes itératives où nous allons changer complètement les principes, commencer à segmenter le projet en petites étapes, d'accord? Et chaque étape va subir tout ce qui a été réalisé dans la méthode en cascade. D'accord? Et cela va permettre de se rapprocher davantage de l'utilisateur et de favoriser l'assurance qualité, que le produit est de qualité. D'accord? Donc, c'est l'approche itérative qui est l'une des approches qui est un peu réalisée. Donc, allons d'abord tout droit au but dans la méthode en cascade. Donc, j'aimerais à la fin de cycle de vie vous aider juste à comprendre deux approches, la méthode à cascade et la méthode en cycle en V. D'accord pour vous. Et par la suite, nous allons changer, nous allons comprendre la méthode agile l'année prochaine et vous devez aussi acquérir d'autres techniques plus efficaces. Dans la méthode en cascade, lorsque vous avez un projet informatique, la première étape, c'est l'expression de besoin. D'accord? Vous vous focalisez à comprendre de quoi il s'agit. C'est souvent réalisé dans les entreprises de petite taille ou de projets back-office internes à l'entreprise. La démarche est basée sur la spécification des tâches qui tendent à contenir le risque et le coût dans un enchaînement de phases qui reste simple et intuitif. C'est comme la construction d'une maison. Vous commencez par exemple à baliser les terrains, d'accord? Vous aménagez les terrains. Par après, on fait la fondation. Par après, on va commencer à élever les murs et ainsi de suite. D'accord? Donc, l'analyse des besoins va nous aider à comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Une fois nous avons ces informations, nous allons bien spécifier les systèmes. Les systèmes va, sur le plan fonctionnel, doit contenir ça, 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 ça. Les différents éléments. Sur le plan technique, ça doit fonctionner sur des machines Linux, sur des machines Windows. On doit avoir une version mobile, ainsi de suite. Et dans la phase conception, comme un architecte, on décrit les différents schémas, les différentes étapes de conception. Et puis par la suite, on passe à la phase importante qui est le développement. Là, on commence à développer étape par étape notre système. Et lorsque nous aurons fini de développer, nous passons maintenant à la phase des tests. Nous allons vérifier est-ce que chaque fonction nous retourne le résultat escompté. On parlera des tests unitaires. Est-ce que chaque composant nous retourne la fonction demandée? On parlera des tests d'intégration. Et après, on va faire un test global pour vérifier que tout marche bien. Mais le problème ici, on fait les tests à la fin.
D'accord? On ne fait pas les tests au début. On termine tout, on fait les tests et on livre le produit. Et comme conséquence, souvent ce projet est rejeté. Et s'il faut modifier quelque chose, vous devez revenir jusqu'au début à la phase d'expression de besoin. Puis descendre étape par étape. Donc on parle de cascade comme une chute. Vous voyez? Méthode en cascade. Ok? Donc essayons un peu de comprendre les différents termes que nous avons utilisés. Donc, l'étude préliminaire ou étude de faisabilité ou planification, quels que soient les termes qui sera utilisé, mais le plus important, c'est comprendre le problème. C'est la définition globale du problème. D'accord? Nous allons chercher de quoi il s'agit dans ces logiciels, qu'est-ce qu'on me demande de faire. Donc, on essaie de comprendre le problème. Deuxièmement, les différentes stratégies possibles avec avantages et inconvénients. Si je dois le concevoir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Le ressources, le coût, les délais. Donc, à la fin de la première phase, on obtient ce qu'on appelle souvent le schéma directeur ou bien le cahier des charges. D'accord? Le schéma directeur va nous aider à comprendre de quoi il s'agit. On peut améliorer cette étape en introduisant d'autres éléments qu'on appellera les exigences. Qu'est-ce que je dois avoir comme étant élément requis, d'accord, dans mon système. Donc, on va faire ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle en termes de services offerts. Qu'est-ce qu'on va avoir comme fonction? Les fonctions non fonctionnelles, d'accord, qu'est-ce qui doit être assuré sur le plan sécurité, efficacité, utilisation, portabilité de notre logiciel et également le procédé de développement. Est-ce qu'on utilise des procédés de contrôle qualité ou pas? D'accord? À la fin de ces deux étapes, on rédige ce qu'on appelle un cahier des charges plus un plan qualité. D'accord? Le cahier des charges peut inclure une partie destinée au client, c'est ce que le client a demandé, et une partie destinée au concepteur. Les exigences, c'est ce que vous devez réaliser dans votre travail. D'accord? Souvent, lorsque vous abordez des grands projets, les entreprises sont appelées déjà à rédiger leur cahier des charges. Mais en la réalité, dans certaines entreprises, ils ont juste l'idée, mais ils n'ont pas rédigé le cahier des charges. Là, vous devez les aider non seulement à bien mûrir l'idée, mais aussi à rédiger le cahier des charges pour ne pas concevoir quelque chose qui n'est pas prévu. Maintenant, dans la phase analyse du système, vous passez dans la modélisation de votre système. Éventuellement, vous devez regarder si le système que vous devez réaliser n'existe pas encore. Si le système existe, tant mieux. Vous allez tout simplement ajouter de nouvelles fonctions manquantes. Mais si le système n'existe pas, là, vous allez commencer, comme on dit en anglais, from the scratch. Ça veut dire à partir de rien, vous allez commencer à construire votre système. D'accord? Donc, par là, vous allez définir le modèle conceptuel et valider le plan, bien sûr, qui sera proposé. Puis vient la phase la plus importante, c'est la phase de conception. Ok? Donc, vous allez commencer à proposer des solutions aux problèmes spécifiés dans l'analyse. Voilà, dans l'analyse, j'ai décrit les fonctions principales dont j'ai besoin et dans la partie conception, je commence à donner plus de détails sur cela. D'accord? L'organisation de l'application en termes de modules, des interfaces et on donne les algorithmes essentiels de notre programme. Également, votre structure de données. Est-ce que les données seront stockées sous forme de tableaux, sous forme de graphes, d'accord, sous forme de listes chaînées? On essaie de donner les informations nécessaires ou bien dans une base de données. Donc, dans cette phase, à la fin, on élabore un dossier de conception plus un plan de test global. Donc, si on aura le test global. Donc, après, nous passons à la phase de programmation. Vous commencez maintenant à choisir un langage de programmation. Donc, dans l'étape de départ jusqu'à la phase conception détaillée, nous n'avons pas encore abordé la question de langage de programmation. Maintenant, à l'étape programmation, vous allez regarder dans votre équipe
Quel est le langage que vous maîtrisez le mieux? Est-ce que c'est Java? Est-ce que c'est C++? Ou bien par rapport aux contraintes non fonctionnelles, on vous a dit voilà, vous devez avoir déployé la solution pardon, dans un environnement mobile et je dois maîtriser par exemple Android pour concevoir des applications mobiles et déployer mes solutions. Donc vous devez être à mesure de comprendre le besoin de l'utilisateur et choisir un langage qui va vous aider à réaliser cela. Et par la suite, vous devez aussi tester ce qui a été réalisé. Sans le test, ce n'est pas conseillé de déployer la solution. Donc, toute solution déployée doit au préalable suivre un certain nombre de tests. Si les tests sont OK, là, vous pouvez déployer la solution. Et par la suite, vous allez faire ce qu'on appelle l'intégration. Les différents modules qui ont été développés par les différentes équipes seront rassemblés et testés. Par exemple, j'ai développé un module d'authentification d'utilisateur, l'autre a développé un module de connexion à la base de données, un autre a développé un module sur l'achat ou lister les utilisateurs et on va prendre les différents modules, on va les connecter, les intégrer et on fait le test d'intégration pour voir que ça marche. D'accord? Et enfin, vous avez votre produit. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de l'installer. D'accord? Donner aux utilisateurs finaux la possibilité de se connecter au système, de l'utiliser. D'accord? On appelle ça la version bêta où les gens vont tester. Et après, ils vont faire un rapport. Non, telle fonction ne marche pas. Quand je clique à gauche, j'ai une autre fenêtre. C'est la fenêtre qui a été proposée. Et vous allez lister tout ce que vous avez trouvé comme bug. Ça veut dire ce qui ne répond pas aux recommandations fonctionnelles. Donc, vous allez commencer à faire ce qu'on appelle la maintenance, la réparation. Donc, il y a des maintenances correctives, adaptatives, perfectives, où vous allez mettre en place tous ces systèmes-là pour corriger. Une fois vous avez corrigé et qu'il y a satisfaction de l'utilisateur, le système peut être à nouveau déployé. OK? Donc, la spécification, la documentation, la validation et la vérification, le management sont les activités qu'on réalise tout au long du cycle de vie d'un logiciel. Maintenant, le problème de la méthode en cascade est que, au fur et à mesure qu'on développe, on ne teste pas le produit. Le test est fait à la fin. D'accord? Et lorsqu'on teste à la fin, souvent, ce qu'on obtient comme résultat ne correspond pas à ce qui a été exprimé au départ. D'où l'amélioration de cette méthode par une méthode qu'on appelle la méthode en V. D'accord? Dans la méthode en V, qu'est-ce qu'on vise? Premièrement, on veut changer l'approche cascade en introduisant dans chaque étape la définition de test pour valider que l'étape a été réalisée. Donc, au même moment que je vais concevoir, exprimer mes besoins, je dis à la fin ce que je dois vérifier. Donc, par exemple, ici, je vais construire un logiciel qui va me permettre de m'authentifier, d'accord, de lister, par exemple, la liste des étudiants, d'accord, de vérifier si un étudiant était présent ou pas dans la salle, et si possible, d'envoyer un rapport sur l'étudiant à la direction. D'accord? Donc, dans la phase d'exploitation, qu'est-ce que je vais définir comme test? D'accord? Le premier test, je vais définir vérifier qu'un utilisateur peut se connecter au système. 2. Vérifier qu'un utilisateur connecté peut lister tous les étudiants. Vérifier qu'un utilisateur non connecté ne peut pas lister les étudiants. Donc, j'ai défini un ensemble de tests à faire déjà sur la phase expression des besoins. Lorsque j'entre dans la spécification, j'ai défini également les tests à faire. Lorsque j'entre dans la conception, j'ai défini aussi les tests d'intégration et dans la partie unitaire également. Pour chaque fonction développée, j'associe un test unitaire à cette fonction. Et lorsque je vais finir le développement, je ne fais que la validation de chaque étape. Là, avant de livrer le produit, je me rassure que ce qui a été défini dans chaque étape comme test à faire a été bel et bien respecté. D'accord? Donc là, nous aurons à remonter à l'inverse, c'est ce qu'on dit en V. Donc j'ai fait la conception, l'analyse,
le développement et je fais les tests à l'inverse pour vérifier que tout marche bien. Donc ici, on essaie un peu de réduire l'écart entre ce qui a été fait dans la méthode en cascade en disant que dans chaque étape, nous aurons toujours des tests à faire. Mais ce qu'on ne change pas, c'est que le test même de validation ou d'exploitation se fait toujours à la fin, bien que ça ait été défini. Donc s'il y a un changement tout au long de notre processus, c'est difficile de l'intégrer. D'accord? Ce sont des méthodes qui ne sont pas adaptées au changement. C'est pour ça qu'on parle ça de méthodes qui sont traditionnelles. Comparé aux méthodes qu'on verra peut-être en L1, 2, ce sont les méthodes agiles qui sont disponibles pour le changement. D'accord? Donc la démarche en V reste linéaire. Mieux comparé peut-être à la méthode en cascade. Donc le produit intermédiaire a des niveaux d'abstraction et de formalités différentes. Le procédure d'acceptation, parce qu'il y a les tests à faire, on va accepter si la méthode est valide ou pas de ces produits intermédiaires. Donc, les activités de construction précèdent les activités de validation et de vérification, mais l'acceptation est préparée dès la construction. D'accord? On prépare déjà comment on va recevoir le résultat. Donc, cela me permet de mieux approfondir la construction et de planifier la remontée. D'accord? Donc, ça, c'est de la méthode en V. Mais il y a une autre méthode qui est très intéressante aussi, c'est la méthode incrémentale. Et c'est cette méthode incrémentale et plus tard itérative, les deux méthodes combinées qui sont utilisées dans la méthode agile. D'accord? L'idée derrière, au lieu de concevoir, d'analyser tous les systèmes pour le grand logiciel, et je dis bye bye au client, et je me mets au travail et à la fin je lui présente le produit, il me dit non, 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 ça ne correspond pas aux spécifications. Je ne vais pas me lancer dans la construction d'un grand projet directement. Je vais juste décomposer les projets en petits projets, en modules, en fonctions, et je vais me focaliser sur la plus petite unité d'abord à réaliser. Et si cette unité-là est réalisée, je vais incrémenter, ajouter une autre couche et au fur et à mesure. Par exemple, on rédige que la fonction authentification. Ça marche. Après, on ajoute la fonction pour lister les utilisateurs. Ça marche. Après, on ajoute un module pour faire ça. Et ainsi de suite. D'accord? On fait ce qu'on appelle les incréments. Donc, ce sont des méthodes. Les méthodes ne sont pas parfaites, comme on avait dit. La méthode traditionnelle, la méthode en cascade et en V. D'accord? Dérive bureaucratique, on passe plus de temps à faire des documents qu'à coder. Ça, c'est un problème sérieux. Méthode sur le papier, mais dans la réalité, c'est difficile d'implémenter. D'accord? Et le modèle incrémental, le produit est délivré en plusieurs fois, de manière incrémentale, c'est-à-dire en le complétant au fur et à mesure et en profitant de l'expérience d'expérimentation opérationnelle des incréments précédents. Donc, nous ajoutons au fur et à mesure des fonctionnalités dans la fonction de départ pour l'agrandir. Comme je l'ai dit, vous devez concevoir un site web. Vous n'allez pas analyser tout sur le site web. Vous allez dire, voilà, mon site web doit avoir peut-être 5 fonctions. La première fonction, c'est lister le produit. Deuxième fonction, quand quelqu'un clique sur un produit, il va donner les informations détaillées. Donc, je dois chercher quelle est la fonction sur laquelle je dois me focaliser. Je me focalise sur ça, je le réalise à fond. Une fois c'est validé, j'ajoute une autre fonction et au fur et à mesure. Donc, j'incrémente. Donc, les incréments peuvent être des maquettes, d'accord, ou bien des prototypes. Donc, le seul problème, c'est la remise en cause du noyau, c'est la fonction de départ. Une fonction mal choisie nous conduit à des risques. C'est pour cela que cette fonction est toujours accompagnée à ce qu'on appelle l'analyse des risques, d'accord? Pour s'assurer que tout se passe bien, d'accord? On évalue les risques, Donc, les principaux risques et les remèdes tels que définis par Boehm sont résumés dans les travaux suivants. Par exemple, défaillance de personnel, d'accord? Lorsque j'ai un projet, le projet peut échouer parce qu'il n'y a pas assez de personnel, surtout le personnel qualifié. Ce n'est pas parce qu'on est informaticien qu'on peut tout réaliser, non. D'accord? Donc, on est informaticien, oui, mais on fait quoi? On fait juste de la maintenance des ordinateurs. Ce n'est pas développement web, d'accord? On est dans le développement web, mais on n'est pas dans la sécurité des systèmes. D'accord?
On est dans la sécurité, mais on n'est pas dans l'administration de bases de données. D'accord? Il y a des spécialités dans l'informatique. Si on n'a pas assez de personnel qualifié, on ne pourra pas réaliser le projet. Par exemple, le calendrier irréaliste. Si on a un calendrier qui n'est pas réaliste, on ne peut pas réaliser le projet. D'accord? L'estimation détaillée, développement incrémental, réutilisation, ce sont les méthodes qui peuvent aider à remédier à ces problèmes. Le risque financier. Lorsque vous faites un projet, est-ce que vous avez assez de moyens? D'accord? Par exemple, un ingénieur vous coûte 1000 dollars. Un projet de 2 ans, pour l'ingénieur, ça va coûter déjà dans le 24 000 dollars. Mais si vous avez 5 ingénieurs, 10 ingénieurs, vous voyez, et si possible le projet dépasse 2, 3, 5 mois, donc le volume aussi de charge va augmenter. Mais si vous n'avez pas assez de moyens, les gens ne seront pas payés, ils ne pourront pas travailler. Donc, dans l'approche itérative, on essaie d'ajouter l'aspect risque pour mesurer ici les risques pour chaque étape pour s'assurer que tout va bien se passer. D'accord? Il y a plusieurs éléments tels que le développement des interfaces inappropriées, le problème de performance, des tâches externes défaillantes. D'accord? Pour revenir dans cette méthode, donc la première étape, vous allez concevoir le besoin. D'accord? Dans la phase de la conception des besoins, on analyse ce qu'on appelle le requirement, ce que l'utilisateur final veut. Et on va ajouter au fur et à mesure des choses. À chaque étape, on analyse toujours les risques pour passer à l'étape suivante. On analyse les risques pour passer au prototype suivant. Si je termine le prototype, pour passer au prototype suivant, j'analyse les risques. La phase initiale, j'analyse les risques. Pour l'analyse des besoins, je fais l'analyse des besoins. Pour aller à la phase conception, j'analyse d'abord les risques, j'ai tous les éléments nécessaires, je passe à l'étape suivante. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, 4 phases dans le déroulement des cycles en spirale. Premièrement, détermination des objectifs et des alternatives et des contraintes. Une fois que nous avons ce qui a été demandé, on ajoute ce qu'on appelle l'analyse des risques. D'accord? On évalue les alternatives pour voir si A ne marche pas, on doit utiliser le plan B, ainsi de suite. Donc, le développement et la vérification de la solution retenue. À chaque étape, on va développer et vérifier que notre solution est bel et bien ce qui a été demandé. Et à la fin, revue de résultats et vérification du cycle suivant. Et on passe à l'étape suivante, et ainsi de suite. OK? Donc, maintenant, on fait l'itérative et incrémentale. Ça veut dire ensemble de problèmes et décomposer en itération. Donc, j'ai un problème. Voilà. Je vais décomposer ça en 5 itérations. Ça veut dire chaque itération peut me prendre 2 semaines, par exemple. Je prends les premières 2 semaines pour concevoir le premier modèle. Et à la fin, je prends encore les autres semaines pour concevoir le deuxième modèle et ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord? Le cycle d'évolution se décompose donc en 4 phases. On crée, on élabore, on construit, on transite. D'accord? Donc, dans la méthode incrémentale, on essaye de diviser le système en plusieurs incréments. D'accord? Donc, lorsque par exemple je dois faire la méthode itérative et incrémentale, ces phases se décomposent en activités. La gestion de projet, la modélisation métier, l'analyse des besoins, l'analyse de la conception jusqu'à maintenance et évolution et environnement. Donc, il y a un ensemble de choses que je dois faire au préalable. La première étape, c'est d'abord l'analyse des besoins. D'accord? Je fais cette étude-là et il y a une boucle qui est ici. Ça veut dire que de l'étape analyse, conception, implémentation, test et évaluation, je tourne pour chaque incrément. OK? Jusqu'à ce que je vais terminer la première étape, je passe à l'étape 2. J'ai fini l'étape 2, je passe à l'étape 3. Je finis l'étape 3, je passe à l'étape 4. Et si mon produit est fini, je le déploie. D'accord? Donc, la première phase, c'est pour entrer dans le projet. Et j'ai des incréments. C'est quand vous utilisez une méthode comme Scrum
on appellera les sprints, d'accord? Vous avez un sprint par exemple de 2 semaines. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez analyser le besoin, vous allez modéliser, vous allez implémenter, vous allez tester, évaluer. Si c'est bon, vous passez à la deuxième fonction à modéliser. Vous analysez, vous modélisez, vous allez programmer, tester et ainsi de suite. D'accord? Donc, ce cycle ici va se répéter aussi longtemps qu'il y a des fonctions à concevoir. Jusqu'à ce qu'on va terminer, on le déploie. D'accord? Mais on peut faire encore mieux, comme on le verra par la suite en L1 et L2. D'accord? Donc, ça, c'est un peu la modélisation. D'accord? Vous avez la première étape, l'état initial. Vous passez à l'étape 2, l'étape 1, l'étape 2. Vous allez concevoir votre projet jusque à la fin. Donc ça constitue l'itération. Donc dans chaque itération, il y a un certain nombre de choses à faire. Dans l'étape 1, vous allez faire quoi? Le business, le projet sera analysé. Les différentes contraintes seront listées. Vous allez analyser. Donc la première étape, on analyse peu, mais on collecte plus des informations. D'accord? On programme peu. Mais dans la deuxième étape, c'est l'étape où on élabore plus dans la phase analyse et conception. Et la troisième étape, c'est l'étape où on implémente le plus. D'accord? Et la transition. Donc, j'aimerais qu'on arrête un peu ici. Donc, la deuxième phase, nous allons continuer la phase analyse fonctionnelle. Tout ce qu'on peut retenir dans cette première partie de ce que nous avons vu, c'est que nous avons besoin des cycles de vie de logiciels pour suivre avec rigueur un certain nombre d'étapes. Pour votre cas, bien que la méthode en cascade ou en V n'est pas vraiment, les deux méthodes ne sont pas efficaces, mais j'aimerais quand même que vous puissiez suivre ces deux méthodes pour l'instant pour avoir une base sur le génie logiciel. Ça veut dire quoi? Revenons sur la méthode en cascade. Lorsque vous avez un projet, commencez d'abord à analyser les besoins. Faites la spécification, fonctionnelle et non fonctionnelle. Utilisez l'UML, comme on verra à la fin, pour concevoir votre système. Choisissez un langage de programmation pour implémenter votre logiciel. Java, C++, PHP, n'importe quel langage. Puis testez cela. Une fois que vous avez testé, corrigez les erreurs possibles si ça existe et déployez la solution. D'accord? Je vous conseille de vous focaliser sur la méthode en cascade concernant votre niveau pour que vous puissiez d'abord comprendre de quoi il s'agit. Parce que ces étapes, bien que la méthode en cascade, c'est une méthode, si ça prend une année, par exemple, de réalisation du projet, l'expression des besoins, ça a pris un mois, spécification, ça a pris un mois, la conception a pris un mois, le développement a pris peut-être 6 mois, d'accord? Le test et la maintenance vont prendre le reste de mois. Donc, si vous livrez le produit, c'est après une année que l'utilisateur final va voir le produit et ce n'est pas bon. C'est pour cela qu'il y a le méthode agile qui vont vous aider. À chaque sprint de 2 semaines, le client peut savoir de quoi il s'agit dans son système pour ne pas avoir de surprises désagréables à la fin. Donc, merci d'avoir suivi ces cours. Rendez-vous pour notre prochaine séance. Au revoir.